Leçon de vie ou comment renoncer à nos autosabotages. Avant de développer le thème central de mon propos, celui des autosaboteurs, avec lesquels et beaucoup d'habileté nous violentons notre propre vie et altérons le plus souvent notre relation aux autres, je voudrais rappeler quelques leçons de vie que j'ai découvertes entre 10 et 35 ans et qui m'ont permis d'accéder à quelques naissances imprévisibles, dont la principale, celle avec moi-même. Ce qui m'a fait souvent dire que j'étais né à 36 ans, et donc que si ma gestation intramarine dans le ventre de ma mère avait duré 9 mois, ma gestation intraterrestre, quelques 35 ans seulement. Et j'ai parfois le sentiment qu'elle se poursuit tous les jours. 6 expériences ont marqué mon existence, et de chacune, j'ai retenu une leçon de vie. Leçons de vie qui par la suite ont guidé la plupart de mes engagements d'homme et m'ont permis de mieux me respecter dans mes choix relationnels, que ce soit dans mes relations intimes ou dans mes relations professionnelles et sociales. Ces leçons de vie, qui sont comme autant de messages adressés à cette part de moi-même qui réclame parfois lucidité et courage, et d'autres fois apaisement et réconciliation, ont été de véritables balises dans une vie d'errance et de recherche pour accéder au meilleur de moi, pour me réconcilier avec mes possibles, pour justement commencer un lâcher-prise sur quelques tentations, toujours à l'affût, au ressentiment, à la victimisation, à la souffrance et parfois au désespoir. L'expérience de la maladie et de la privation de mouvement. À partir de 10 ans, je suis resté immobilisé sur un lit de sanatorium durant plus de 4 ans, le corps enfermé dans un plâtre, des pieds à la poitrine. Quand j'ai quitté mon dernier plâtre et que j'ai entendu le médecin me dire « Vous en sortez bien, Salomé, vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie, au lieu de rester couché dans un corset de plâtre », j'ai senti un désespoir immense et en même temps un déclic, qu'il était inacceptable de me laisser ainsi définir et enfermer dans un pronostic aussi pessimiste, malgré ce que le médecin en disait. Ce que je sais, c'est que j'ai décidé à l'instant même d'apprendre à marcher, que je ne pouvais plus envisager de vivre sur une chaise roulante le restant de ma vie. Première leçon de vie, ne plus jamais me laisser définir par les autres. L'expérience amoureuse. À 18 ans, j'ai vécu une expérience amoureuse éblouissante. Je croyais qu'elle m'aimait, je croyais l'aimer à jamais, et je pensais naïvement que cela était suffisant pour nous permettre de nous entendre et de rester ainsi ensemble pour le reste de notre vie. 2 ans après, nous étions séparés, déchirés, remplis d'amertume, l'un envers l'autre, dans l'incompréhension la plus totale sur ce qui avait pu nous arriver. Deuxième leçon de vie. Ce n'est pas l'amour qui maintient ensemble deux êtres dans la durée, c'est la qualité de la relation qu'ils peuvent se proposer l'un à l'autre, c'est le respect mutuel de leurs besoins relationnels profonds. L'expérience professionnelle. J'avais 24 ans, quelques diplômes, un peu de savoir, très peu de savoir-faire, encore moins de savoir-être, et j'ai commis l'erreur d'accepter un poste à responsabilité. J'ai beaucoup souffert durant 10 ans, dans ces fonctions de directeur, car j'ai découvert qu'il ne suffisait pas d'avoir un titre et un poste de pouvoir, mais qu'il fallait avoir des compétences relationnelles pour animer, dynamiser une équipe de quelques 80 personnes. Troisième leçon de vie. Au-delà des savoirs et des savoir-faire, il faut aussi un savoir-être, un savoir-créer, un savoir-devenir, et que cela passe par l'apprentissage de quelques règles d'hygiène relationnelle. Ce fut l'origine de la méthode que j'enseigne aujourd'hui, la méthode ESPER, dont je vais plus loin proposer quelques balises pour mieux combattre
nos auto-saboteurs. L'expérience parentale. J'ai eu mon premier enfant à 25 ans, je veux dire par là que je suis devenu géniteur dans la plus parfaite inconscience, sans aucune préparation, comme beaucoup de jeunes parents d'ailleurs, habité de croyances et de mythologies personnelles sur ce que devait être un père et comment devait être un enfant. C'est à ce moment-là, quelques mois après la naissance de ma fille, que j'ai pris conscience que j'étais un infirme de la communication, que je ne savais pas me dire, ni être à l'écoute de mes émotions, ni trouver les mots pour exprimer mes sentiments ou mes ressentis, et que j'en étais réduit à parler sur les autres ou à faire des discours très généralisants, ou plutôt sur un mode cérébral, des discours de principe qui alimentaient des interventions coupées de la réalité. J'ai mis quelques années de plus à découvrir qu'il était temps que j'apprenne à m'aimer, si je voulais à mon tour donner de l'amour. 4e leçon de vie, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. L'expérience de la perte et de la séparation. Après quelques années de mariage, j'ai été amené à divorcer, à me séparer de la mère de mes enfants. Et j'ai entendu très fort à ce moment-là que toute perte, toute rupture, toute séparation faisait violence non seulement à celui ou celle qui la subissait, en réveillant, en restimulant chez lui des blessures anciennes, mais que cela remettait à jour les mêmes blessures chez celui qui voulait ou imposait la rupture ou la séparation. Ce fut pour moi une période douloureuse de chaos et d'errance dont j'émergeais totalement différent. 5e leçon de vie, ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, mais ce que nous allons en faire pour se reconstruire et accéder à plus de compassion et de rigueur, de centration et de lucidité envers soi. L'expérience du désamour. Dans une nouvelle relation de couple très intense, très dense, dans laquelle je me sentais ensoleillé, vivant comme jamais, créatif et enthousiaste pour la vie, j'ai découvert au bout de quelques années que je ne pouvais plus appeler amour les sentiments qui m'habitaient. J'avais de la tendresse, de la reconnaissance, de la gratitude et une admiration sans borne pour cette femme, mais ce n'était plus de l'amour. Et chaque matin au réveil, je pleurais de désespoir de ne plus savoir l'aimer. Vous savez peut-être comme moi qu'on ne peut pas dicter à ses propres sentiments, ni à ceux de l'autre d'ailleurs, que je ne peux pas me donner l'ordre d'aimer quand je n'aime plus, ou de ne plus aimer quand j'aime encore. Cela m'a fait découvrir ce que j'appelle mon humanitude, ma vulnérabilité et mon impuissance face au mystère de l'amour. 6e leçon de vie. Je n'ai aucun pouvoir sur mes désirs et sentiments, et cependant, j'en suis seul responsable. Je suis responsable de ce que j'éprouve et de ce que je fais, de ce qui m'habite. Malgré ces quelques prises de conscience, j'ai mis longtemps à reconnaître que j'avais gardé à moi, présent et actif, un certain nombre de pensées et de comportements auxquels je semblais être très fidèle. Ces pensées et ces comportements semblaient fonctionner de façon autonome, indépendant de ma volonté douée d'une persévérance et d'une ténacité exceptionnelle. Il s'agissait, je l'ai compris au mi-temps de ma vie, de conduites d'auto-sabotage qui polluaient mon existence, m'entraînaient dans des directions et des décisions qui ne correspondaient pas du tout à mes désirs ou à mes choix de vie. Ces conduites, ces comportements, ces pensées parasitaires, s'accrochaient, semblaient indélogeables, alors que j'aurais voulu m'en débarrasser. Elles étaient récurrentes, malgré mes décisions, ma vigilance, et mon désir de ne plus les mettre en jeu dans mes relations avec autrui et avec moi-même.
ce sera le contenu de mon propos. D'une part, répertorier, repérer nos autosaboteurs préférés. D'autre part, proposer des démarches, des moyens pour s'en débarrasser, c'est-à-dire y renoncer. Je vais commencer par une invitation, celle de prendre conscience des agissements de son autosaboteur préféré. L'autosabotage le plus fréquent commence souvent quand on va s'attribuer, prendre sur soi, la responsabilité d'un acte qui pourtant ne nous appartient pas. Mon fils est pilote de chasse, me dit cette mère, et j'ai beaucoup hésité quand j'ai reçu la lettre qui confirmait son admission à l'école de l'air de Salon de Provence. J'ai hésité à la lui donner. Je me sentais responsable de son choix professionnel. Et je pense encore aujourd'hui, ajoute cette femme, que s'il avait un accident, je crois que je ne me le pardonnerai pas. Un père me dira, « Mon fils m'avait téléphoné la veille de son suicide pour me dire qu'il allait bien, qu'il envisageait de se présenter à un concours administratif. Et je n'ai rien entendu de ce qui n'allait pas en lui. Nous avons échangé des banalités. J'ai même ri autour d'une réflexion qu'il avait faite. Je n'ai rien senti. Je me sens coupable de n'avoir pas su l'écouter mieux. Si j'avais eu une meilleure écoute, peut-être qu'il aurait réfléchi, qu'il n'aurait pas mis fin à sa vie. C'est bien le fils qui, pour des raisons et des enjeux qui lui appartiennent, a décidé de mettre fin à ses jours. Le père, dans ce cas, ou la mère dans l'exemple précédent, n'ont pas à déposséder leur fils de leur décision, en s'en attribuant la responsabilité. Par contre, il leur appartient d'utiliser le meilleur de leur énergie et de leur amour pour prendre soin de la blessure qui s'est ouverte en eux par la mort de leur enfant et la violence que cette mort peut avoir inscrite en eux. Un autosaboteur est semblable à un intrus qui nous habite et qui va soit contrecarrer les décisions que nous prenons ou les choix de vie que nous faisons, soit nous entraîner dans une direction qui n'est pas bonne pour nous, soit encore polluer un moment heureux, une réussite, ou dénaturer une relation qui est importante à ce moment-là de notre vie. Un autosaboteur est d'une incroyable habileté pour nous convaincre, dans un dialogue intime, avec des raisons très argumentées, de faire quelque chose qui ne sera pas bon pour nous, ou de ne pas faire quelque chose qui pourrait être bon pour nous-mêmes. Il est capable de développer toute une argumentation bien ficelée pour nous pousser à imaginer par anticipation les conséquences négatives, terrifiantes, qui pourraient nous arriver si nous persistions dans notre orientation première. Un autosaboteur bien installé en nous depuis des années a beaucoup de visages. Il peut se présenter comme la voix du bon sens, de la raison, ou au contraire, comme la voix d'un bébé, d'un petit enfant inquiet ou perdu, qui a besoin d'être rassuré, apaisé. Parfois encore, il peut apparaître accompagné de l'image d'un parent jugeant, culpabilisant ou critique, qui nous rappelle que ce que nous allons faire risque de faire de la peine à quelqu'un. L'autosaboteur joue principalement sur le registre de la peur de mal faire, sur le désir de faire pour l'autre, avec le leurre que nous savons mieux que lui ce qui est bon pour lui. L'autosaboteur joue aussi beaucoup sur le registre de la culpabilisation, autour de la peur de dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire, ou encore d'être vu comme on ne le souhaite pas, ou étiqueté de façon péjorative. L'autosaboteur joue également sur la peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, et surtout d'être à l'origine d'un mal-être chez l'autre,
de quelqu'un de proche. Un autosaboteur toujours présent est celui qui servira à alimenter l'image que nous pensons que les autres devraient avoir de nous. On peut se demander d'où viennent les autosaboteurs qui nous habitent. Comment sont-ils entrés dans notre existence? Parfois très tôt, au travers de messages négatifs, semblables à des anathèmes déposés sur notre tête quand nous étions au berceau, ou par des perceptions ambivalentes que nous sentons chez l'autre, surtout s'il est important pour nous, comme peut l'être une mère, un père, un conjoint. Oh, celui-là, il vous en fera voir, il vous décevra souvent. Celle-là, on voit tout de suite qu'elle fera courir les hommes. Et celui-là, il faudra savoir le tenir si vous ne voulez pas que ça finisse mal un jour. Ou encore, j'attendais de toi autre chose, je croyais que tu m'aimais suffisamment, ou vraiment, pour comprendre que cela me ferait de la peine. Tu vois, ce que tu as fait me déçoit beaucoup. Il y a des injonctions qui sont de véritables dictats, qui vont définir une personne et conditionner par la suite beaucoup de ses comportements relationnels. Les injonctions sont le plus souvent déposées par nos parents ou par des proches de la famille, pour tenter de nous faire entrer dans un modèle, de juguler l'irrationnel, de circonscrire une répétition, de contrôler l'éruption des pulsions. Les injonctions et messages terroristes peuvent être imposés avec beaucoup d'amour, mais rarement avec un respect des besoins relationnels et affectifs d'un enfant. Mais il y a aussi dans le développement d'un être humain les injonctions qu'il va se donner à lui-même, les interdits, les censures qu'il va s'infliger. Ce sont souvent d'ailleurs des moyens de défense pour faire face à une situation de crise ou de stress, ou encore à un événement traumatique. Ces interdits, ces censures, ces moyens de défense vont paraître nécessaires et vitaux au moment où on se les impose, mais par la suite, ils vont se révéler comme de véritables carcans, de véritables prisons qui nous enferment durant des années et même des décennies dans beaucoup d'autoprivation. À 8 ans, j'étais amoureux d'une petite fille qui m'avouait qu'elle m'aimait. 6 mois après, elle était partie avec un autre. Je me suis senti trahi et je me suis juré de ne plus jamais aimer personne. Et avec cette injonction-là, je me suis fait souffrir, je me suis interdit d'aimer pendant de longues années. Mon père m'avait dit qu'il m'aiderait pour m'acheter un vélo. Il n'a pas tenu sa promesse et je me suis dit, j'avais 9 ans, plus jamais je ne demanderai rien à personne, je me débrouillerai tout seul. Et plus tard, faire une demande même banale était impensable, j'aurais eu le sentiment de mendier. Jamais, jamais je ne demanderai, je m'en sortirai tout seul. J'avais de très grands cheveux longs, difficiles à peigner, me disait cette femme, et ma mère me faisait la guerre pour que je les coupe, me disant que je ressemblais à une sorcière, et un jour de rage, je me les suis coupés moi-même, en me jurant que si un jour j'avais une fille, elle garderait ses cheveux longs toute sa vie. Aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle pleure tous les jours pour avoir des cheveux courts, et moi, je lui interdis de les couper. C'est plus fort que moi, comme s'il fallait que je tienne ma propre promesse envers moi-même, mais surtout envers contre tous. Si l'on peut restituer les injonctions que l'on a reçues à ceux qui les ont déposées sur nous, et par là même s'en libérer par un positionnement nouveau face à eux, il est plus difficile par contre de se libérer, de se séparer de ses propres injonctions. Nous avons à leur égard une fidélité très forte.
Peut-être est-ce un souvenir du petit garçon ou de la petite fille que nous avons été et qui a quand même survécu grâce à ces injonctions protectrices, défensives, que nous avons introduites à un moment donné dans notre vie pour faire face à une situation qui nous agressait ou qui pesait fort sur nous. Un certain nombre d'autosaboteurs ne sont pas liés aux injonctions, mais à l'image, à la bonne image que l'on veut se donner de soi-même ou que l'on veut donner aux yeux du monde entier. Cette culture de la bonne image, ce besoin d'apparaître comme parfait, sans défaut, va nous entraîner parfois à développer une double vie. J'ai une relation extra-conjugale, me disait cet homme, mais quand je suis avec elle, je ne suis jamais à l'aise. Je n'arrive pas à me détendre, à me laisser aller. Je pense sans arrêt à ma femme. Et quand je suis avec ma femme, c'est le souvenir de l'autre qui m'habite, et je deviens absent. C'est l'enfer pour moi. J'essaye de composer chaque fois le personnage qui correspondrait le mieux à la situation que je vis avec l'une ou avec l'autre, sans pouvoir jamais être moi-même. Nous voyons combien cet homme, fidèle peut-être à la bonne image qu'il voudrait avoir de lui-même, avec la bonne image qu'il voudrait proposer et à sa femme et à son ami, nous voyons comment cet homme n'arrive pas à se présenter là où il est. Je voudrais présenter quelques autosaboteurs remarquables. La répression imaginaire. La répression imaginaire dans nos vies est l'équivalent d'un véritable cancer qui touche à toutes les relations humaines, que ce soit dans la relation à soi-même ou dans la relation à l'autre. La répression imaginaire consiste à imaginer, de préférence le plus négativement possible, les pensées ou les réactions de l'autre si nous lui disions quelque chose qui nous semble important ou si nous lui proposions quelque chose qui nous paraît intéressant. Cette anticipation négativante du jugement ou du comportement de l'autre va le plus souvent nous inhiber et nous faire renoncer à dire ou à faire, et à nous maintenir ainsi dans une sorte d'autoprivation très active, très vivace, à certains moments de notre existence. La répression imaginaire tue la spontanéité, assassine la créativité, stérilise le ferment d'une relation vivante. Par la suite, elle s'inscrira chez celui qui l'a produit en dépôt d'amertume, en résidu de regret, en scorie d'insatisfaction. L'autorépression contribue à entretenir dévalorisation, disqualification, sentiment d'impuissance, culte de l'échec en soi, et par un effet miroir, à confirmer aussi, paradoxalement, le même sentiment d'échec chez l'autre, qui lui va se sentir impuissant à nous satisfaire, quoi qu'il fasse, quoi qu'il nous dise, quoi qu'il nous apporte. J'avais 20 ans et j'étais très amoureux de ma voisine de palier. Je la trouvais extraordinairement belle et intelligente. Elle préparait une licence de biologie et cela me paraissait être le sommet de la connaissance scientifique. Pendant des semaines, je tentais d'imaginer comment j'allais l'aborder, avec quel prétexte, avec quelle phrase suffisamment intelligente ou spirituelle je pourrais retenir son attention et lui donner enfin l'envie de me fréquenter. Cela dura 2 mois. Et j'étais présent quand un autre étudiant, avec une phrase d'une banalité si triviale que j'en aurais rougi de honte à la seule idée de la prononcer, quand cet étudiant l'invita à aller voir un film débile, complètement débile. À partir de là, commença entre eux une relation amoureuse.
20 ans plus tard, elle me confia combien elle avait été très attirée par moi, attendant en vain une proposition concrète de ma part, et que par dépit, elle avait accepté de se donner à l'autre. La répression imaginaire fait des dégâts considérables. Elle nous entraîne à poser des actes ou à retenir des actes qui vont souvent à l'opposé de nos aspirations profondes. Elle nous dévie de notre chemin, elle freine ou empêche la réalisation de soi. Elle nous fait passer à côté de beaucoup de ces miracles de la vie qui nous fréquentent pourtant assidûment. Leçon de vie. Ne pas penser à la place de l'autre, le laisser responsable de ce qu'il éprouve, ressentir ou imaginer par lui-même. Prendre le risque de se positionner et de se définir avec ses ressources au présent. Prendre le risque de l'écoute ou de la non-écoute de l'autre. Un autre auto-saboteur très actif pour certains s'appellera remettre à demain. Même si ma grand-mère disait souvent « À quoi bon remettre à demain ce qu'on peut faire avec une ?» certains d'entre nous sont très habiles pour reporter à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui même. Ce saboteur est redoutable, car il nous invite à l'évitement de la réalité, en nous poussant à remettre la réalisation d'une action, d'une obligation, d'un engagement pris, à le repousser sans arrêt à plus tard. En ne réalisant pas tout de suite ou dans des délais acceptables ce que de toute façon nous aurons à faire, cela fait qu'on va accumuler des contraintes, des pesanteurs dans notre présent et créer ainsi une véritable insécurité vis-à-vis de nos engagements à venir. Dès le matin, on va se réveiller avec des pensées parasitaires. Ah, il faut que je n'oublie pas d'eux. Il faudra que je téléphone. Oui, je dois me rappeler de penser à rédiger ma déclaration d'impôt avant demain soir. Sans faute, mais vraiment sans faute. Il faudra que dès la première heure, je vérifie si mon dossier est complet. Remettre à demain participe quelquefois d'une croyance en l'arrivée bénéfique d'un événement salvateur qui devrait régler tous mes problèmes. Voici ce que m'a dit cette femme. Depuis toute petite, je voyais mon père comme un Dieu juste et sans pitié. Ma crainte la plus grande était de le décevoir. Quand je suis tombée enceinte à 18 ans, j'aurais tellement voulu garder ce bébé pour lui donner en fait le petit-fils qu'il désirait tellement avoir. Et j'hésitais à avorter. J'attendais un signe de lui. Je voulais qu'il découvre que j'étais enceinte. Je voulais qu'il le découvre par lui-même, pour ne pas avoir à le lui dire. J'attendais comme un miracle, qu'il me voie tel que j'étais, ce qui n'était jamais arrivé d'ailleurs. Et j'ai fait ainsi en catastrophe, au 5e mois, une interruption de grossesse, car cela devenait trop visible. Et quand le médecin m'a dit que c'était un garçon, je m'en suis voulu à mort. Plus tard, sur son lit de mort, mon père m'a dit avec un soupir de nostalgie, « Alors je vais mourir sans avoir eu de petit-fils. J'ai eu 3 filles et je n'ai jamais eu de garçon. » Et j'ai senti combien cette attente d'un garçon avait été très importante pour lui. Et combien, en me censurant, en m'interdisant, en attendant en vain une parole qui n'était jamais venue, je m'étais censuré, plus que censuré, je m'étais violenté. Leçon de vie, plus je libère mon esprit des contraintes inévitables que je dois vivre, plus je me rends disponible pour accueillir l'imprévisible. Un petit auto-saboteur, mais incroyablement efficace, c'est le « oui, mais ». Ce saboteur se manifeste par cette toute petite hésitation,
par une réserve qui vient après une proposition, une invitation ou l'énoncé d'un projet et qui va en quelque sorte le minimiser ou le disqualifier. Cela fait 10 ans qu'on paie un loyer, on pourrait quand même envisager d'acheter un appartement, n'est-ce pas mon chéri? Et l'autre de répondre, oui mais si on a envie de déménager, on risque d'être coincé. Ainsi, avant même que le rêve puisse se transformer en projet, il est systématiquement contré et renvoyé au néant. Je recommencerai bien des études, mais je ne sais pas si cela en vaut la peine à mon âge. Je me serais bien marié avec toi, mais je ne sais pas si cela aurait été une bonne chose. Je sais que je devrais le quitter, mais je ne sais pas si je serai plus heureuse après. Ainsi, de mai à mai, de cette pseudo-affirmation, de ce pseudo-accord, oui, nous ajoutons un mais qui va disqualifier et qui va nous faire renoncer au projet, à la décision, au rêve que nous aurions pu inscrire dans la réalité. Leçon de vie. Si j'apprends à faire des choix entre différents désirs, entre besoins et désirs, si je me donne des priorités, je n'ai pas besoin de traduire mon ambivalence avec des pseudo-approbations ou des fausses propositions. Un auto-saboteur qui me paraît très pernicieux et qui entraîne de beaucoup de souffrance me paraît être l'auto-justification préventive. Avant d'être mis directement en cause ou faire l'objet d'un reproche, on va imaginer à l'avance qu'on pourrait l'être justement remis en cause ou qu'on pourrait être l'objet d'un reproche. Alors, on commence à produire dans sa tête des justifications, une argumentation-réponse. On se voit disant ceci ou faisant cela pour montrer sa bonne foi, pour montrer qu'on n'est pas ce que l'autre aurait pu penser de nous. Ce collègue ami me racontait comment dans un groupe de supervision, il avait lui-même créé le piège dans lequel il s'était enfermé durant plusieurs mois. J'animais depuis 15 ans des groupes de formation à l'analyse transactionnelle et un jour j'ai reçu une lettre de mise en demeure de la part d'une ancienne stagiaire qui m'accusait de l'avoir séduite au cours d'un stage et de lui avoir fait des propositions de rencontres sexuelles. J'étais en état de choc devant cette accusation, comme si les mots avaient été la chose, comme si, puisque quelqu'un l'affirmait, cela avait eu lieu. Et je me suis mis aussitôt à échafauder tout un système de défense, de justification, pour faire la démonstration que ce qui m'était reproché ne pouvait être possible, n'avait pu avoir lieu. Et durant plusieurs semaines, je bâtissais des scénarios qui empoisonnaient tous mes propres réflexions. Scénarios dans lesquels je me voyais faisant face à un jury, à un groupe d'accusateurs constitué de collègues, de professionnels, de tout un ensemble de participants qui, silencieusement, confirmaient l'accusation dont j'étais l'objet. Ce qui me contraignait à développer toute une argumentation détaillée et passionnée pour me défendre de quelque chose que je n'avais même pas vécu. Je répétais ce scénario sans arrêt, et cela dans ma tête se transformait en discours lancinant, répétitif, dont je polissais chaque détail. Je précisais, entre autres, que je ne travaillais pas en relation individuelle, mais toujours en groupe, sous les yeux de tout le monde, que je me gardais bien de dormir sur les mêmes lieux où se déroulaient les stages, que j'évitais les tête-à-tête, les échanges trop personnalisés, que je donnais mes rendez-vous toujours dans un lieu public, un café, un restaurant, tellement j'étais habité moi-même par la peur qu'on puisse imaginer un seul instant ou penser que je pouvais draguer ou être simplement demandeur d'une relation plus intime. Je suis aujourd'hui stupéfait, me disait ce collègue, de constater comment cette seule accusation m'avait déstabilisé, avait mobilisé durant des mois
des énergies folles et toute une production fantasmatique pour me justifier aux yeux du monde entier de quelque chose que je n'avais même pas fait. Nous voyons comment, dans ce cas, l'image de soi qu'avait cet homme de lui-même était au centre de tout un dispositif défensif destiné à barrer la route à tout jugement de valeur, à tout étiquetage sur sa conduite, à tout discours sur lui qui ne correspondrait pas à sa propre perception. Certains d'entre nous vont tenter de faire la preuve qu'ils ne sont pas tels que nous les voyons ou nous les percevons. Ils mettent en place tout un mécanisme d'auto-justification qui va se mettre automatiquement en marche dès qu'ils sentent un regard, une appréciation, un murmure, une parole plus ou moins positive sur eux. Il m'est arrivé, dans ma propre pratique de formateur en relations humaines, 2 histoires encore plus folles. Si la première s'est facilement résolue, la seconde a été plus difficile à vivre. Pour la première situation, un mari furieux m'avait téléphoné, puis harcelé de lettres durant 3 mois, m'accusant que si sa femme était devenue lesbienne, c'était de ma faute, que si elle n'avait pas fait de stage avec moi, eh bien cela ne serait jamais arrivé et qu'ils seraient encore aujourd'hui ensemble. Or il se trouvait que je ne connaissais nullement cette femme qui avait seulement durant toute une année scolaire laissé croire à son mari ou aux autres qu'elle était inscrite dans un cycle de formation à l'animation de groupe. Il est vraisemblable que c'est durant ces soi-disant stages qu'elle devait rencontrer sa partenaire préférée en passant quelques week-ends avec elle, protégée par l'alibi des stages. Et pourtant, devant cette accusation non seulement injuste mais irréelle, je me suis senti coupable, persécuté, voulant spontanément dans un premier temps donner à cet homme toute la preuve que ce n'était pas moi qui avais entraîné sa femme dans une relation tierce, puisqu'elle n'avait jamais participé à aucun de mes stages. Mais il y avait heureusement le garde-fou du secret professionnel. J'ai donc invité cet homme à échanger avec sa femme, pour l'inviter à parler de ses stages, de lui demander de bien vouloir, si elle le voulait, lui montrer la confirmation de son inscription, l'attestation de formation qu'elle devait avoir reçue, le reçu relatif au règlement des frais de formation, et que munis de ces documents, tous les deux, sa femme et lui-même, veuillent bien échanger, partager déjà entre eux, ou alors entrer en contact avec moi s'il le jugeait nécessaire. Je n'ai plus jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Mais ce qui m'a frappé aussi dans cette histoire, c'est la façon dont moi-même j'ai éprouvé le besoin de me défendre, de me justifier, de faire pathétiquement, tenacement la preuve que je n'étais pour rien dans ce qui n'était pas arrivé. Leçon de vie. Quand nous prenons la liberté de nous montrer, nous prenons le risque d'être vus, et donc d'être perçus autrement, différent, de la façon dont nous nous voyons ou ressentons nous-mêmes. Nous pouvons aussi considérer le regard de l'autre comme lui appartenant, et donc de laisser ce regard et la perception qu'il y a autour chez celui qui l'a, comme étant bien le sien, afin de ne pas trop se polluer ou se persécuter avec. Un autre autosaboteur que je connais bien, c'est la peur de se faire avoir et le besoin de garder à tout prix le contrôle de la situation. Il y a quelques années, une situation de pollution relationnelle m'entraîna jusqu'aux limites du désespoir. Une femme me téléphona, puis m'écrivit, puis demanda à me rencontrer, puis par la suite exigea de vivre avec moi, à partir, disait-elle, de ce qu'elle ressentait chez moi. Je vous ai vu et j'ai senti que j'étais celle que vous attendiez.
Je vous ai croisé juste avant le début de votre conférence, et instantanément, j'ai su que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Ce n'était pas le conférencier, l'écrivain, le psycho-machin-chose que j'avais vu, précisait-elle, mais l'homme. À partir de ce déplacement de perception, ce n'était pas seulement elle qui m'avait vu, mais moi qui l'avais remarqué. Elle m'attribuait son propre désir. « Vous m'avez regardé, disait-elle, et j'ai su tout de suite que vous étiez venu ce soir-là, pour moi, uniquement pour moi. » C'est à partir de cette projection que commença une situation complètement folle, dans laquelle, quoi que je puisse dire, affirmer, recadrer, tout était entendu et repris sous forme d'une équation simple. Je sais qu'au fond de vous, je suis importante pour vous, et comme moi aussi, j'ai envie d'avoir une relation intime avec vous, je ne vois pas comment il faut vous priver de ça. Cette personne passait du nous au vous, m'englobant dans un projet dont elle était la seule initiatrice, qu'elle construisait de toutes pièces, m'incluant dedans sans tenir compte de mes propres choix de vie. À juste titre pour elle, puisqu'elle pensait que mon choix de vie était entièrement tourné vers elle. Ce n'est pas tant du harcèlement dont j'ai été l'objet que de ma propre production persécutoire dont je voudrais parler. À partir de ces lettres ou de ces appels téléphoniques, j'anticipais dans ma tête une multitude de faits qui ne se sont pas réalisés, mais que je tentais de contrer en imaginant à l'avance ce qu'il faudrait dire, ne pas dire, faire, ne pas faire, pour ne pas me laisser avoir. C'est à partir de cette période que j'ai pris conscience qu'un de mes auto-saboteurs préférés s'appelait, surtout, ne pas se faire avoir. Saboteur qui avait d'ailleurs un jumeau, plus discret, qui s'appelait lui, surtout ne pas laisser croire à l'autre qu'il m'a eu. Nous sommes là, aux portes du délire, qui même si tout cela est resté au niveau du fantasme ou de l'imaginaire, sans jamais passer dans la réalité des faits, est incroyablement énergétivore, bouffeur de créativité, consommateur du présent, dans le sens où cela nous empêche de vivre et de savourer l'instant. Prisonniers que nous sommes, d'imaginer ce qui pourrait se passer si. La leçon de vie que j'ai tirée de cette expérience, ne jamais prendre les mots pour la chose, ni l'expression d'un ressenti personnel et intime de l'autre pour l'expression de ma réalité. Un saboteur, un auto-saboteur relativement fréquent, c'est l'accusation et la mise en cause de l'autre. Si nous acceptons que nous sommes toujours trois dans une relation, l'autre moi et la relation, et donc que cette relation a deux extrémités, nous voyons qu'il est possible de se responsabiliser à son propre bout de la relation. Ce que nous faisons rarement, cherchant plutôt à mettre en cause l'autre, en parlant, pensant ou faisant pour lui. Cet aspect des relations humaines est lié à la tentation très grande chez certains à vouloir penser au bout de la relation qui est chez l'autre, à vouloir l'impliquer, plutôt que de s'impliquer soi-même devant lui. En accusant l'autre, en le mettant en cause, en le rendant responsable de ce qui nous arrive, nous faisons l'économie d'une interrogation sur nous-mêmes, sur notre propre responsabilité dans ce qui a pu se passer entre nous et l'autre, à partir de notre propre perception. Et c'est en cela que c'est un autosaboteur. Faire l'économie de notre propre interrogation, faire l'économie d'écouter qu'est-ce qui a été touché, réveillé, blessé en nous, va retarder peut-être des prises de conscience et peut-être des changements importants dans une démarche de respect envers soi-même ou de développement personnel. Si nous disons par exemple «
Tu m'as fait passer pour un idiot l'autre jour devant nos amis. Nous évitons d'une part de dire ce que nous avons entendu venant de l'autre et ce qui a été touché à nous, qui nous a fait penser ou sentir que notre partenaire nous prenait pour un idiot. Il est plus facile de dire « tu ne comprends rien, on ne peut pas discuter avec toi, tu veux avoir toujours raison », que d'oser se positionner. Comment puis-je m'y prendre pour être entendu par mon interlocuteur à partir de mon propre vécu, ce qui ne veut pas dire qu'il devra être d'accord avec moi. Comment puis-je affirmer mon point de vue en le confrontant à celui de l'autre, plutôt que de rechercher l'affrontement, en commençant par le disqualifier, ou en parlant sur lui, ou en le mettant en cause. Leçon de vie. Nous sommes toujours trois dans une relation, l'autre, moi, et la relation qui nous relie. Je ne suis responsable que de mon bout, c'est-à-dire de mes sentiments, de mes émotions, de mon vécu, de mes croyances, en espérant seulement que l'autre puisse assumer la même chose, être à son tour responsable de ses sentiments, de ses émotions, de son vécu, de ses croyances ou de ses idées. Un saboteur particulièrement fidèle est celui qui consiste à continuer à fréquenter assidûment, à garder une relation très proche avec ceux qui vont nous faire du mal en prétendant que c'est pour notre bien, ou qui n'hésitent pas à déposer sur nous des messages toxiques, des jugements de valeur, des critiques, des dévalorisations, des disqualifications qui vont blesser notre confiance et au-delà, l'amour et l'estime que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Au travail, à la cafétéria ou au détour d'un couloir, un collègue, une connaissance ou un faux ami nous dira « Tu sais ce que m'a dit de toi quelqu'un qui te connaît bien ?» Et sans attendre notre approbation, pour savoir ou pas, il m'a dit qu'on ne pouvait pas te faire confiance parce que tu étais trop égoïste, que tu défendais toujours ton propre intérêt. Une connaissance va nous appeler spécialement au téléphone pour déposer tel message toxique qui est l'équivalent de faire ses besoins sur nous. Ah, tiens, l'autre jour j'ai vu ton mari avec une femme que je ne connaissais pas. Ils se tenaient par le cou. Ils avaient l'air d'être très bien ensemble. Ils avaient surtout l'air de bien se connaître. Je pense que tu dois être au courant, n'est-ce pas? C'est certainement une amie que vous avez en commun. Si vous recevez de tels messages destinés à vous déstabiliser, à vous angoisser, ou à vous faire réagir contre quelque chose, je vous invite d'une part à ne pas les prendre sur vous, d'autre part à demander à la personne qui vous parle, non d'elle, mais de quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui a été touché chez toi quand tu as vu ou que tu as reçu ce que tu me rapportes? Qu'est-ce qui a été touché chez toi au point que tu aies besoin de me le rapporter et de le déposer chez moi? Il y a aussi des messages à double sens, dont l'un des sens annule le message initial et vous place dans l'impossibilité de répondre à l'une ou à l'autre des parties du message. Je t'inviterai bien ce week-end, mais tu vas encore trouver que je ne suis pas la femme qu'il te faut. Comme je sais que tu es fatigué, j'ai préféré te laisser seul. De toute façon, on ne sait jamais quand tu es chez toi ou quand tu n'es pas là. Il y a aussi le père qui, faisant la tête, répond à sa fille qui lui demande la permission de sortir. « Mais fais ce que tu veux, tu es libre !» Ceci en faisant un geste de rejet et en se détournant. En fait, il lui envoie le message suivant : « Si tu fais ce que tu veux, tu seras rejeté par moi. » « Est-ce que tu m'aimes » demande l'un, et l'autre de répondre, avec un geste d'agacement : « Bien sûr que je t'aime, qu'est-ce que tu vas chercher là ?» Il y a encore les fausses préoccupations ou les pseudo-compréhensions qui sont une banalisation ou un déni de problème. Je sais que tu penses qu'il faudrait que je sois plus souvent à la maison, que je m'occupe plus des enfants, que je sois plus attentif. Mais que veux-tu, on ne se refait pas.
je suis comme ça, et au fond, je sais que tu m'aimes bien comme je suis. Il y a aussi celui qui pense, décide pour vous, et vous définit en vous faisant entrer dans ses propres demandes. Ah, si je t'écoutais, on ne sortirait jamais. Je sais qu'il faut peu de choses pour te fâcher, mais pour une fois, tu pourrais quand même faire un effort et venir avec moi. Et ainsi, à l'aide d'un peu de culpabilisation, va vous faire entrer la plupart du temps dans ses propres désirs, dans ses propres demandes, et vous déposséder ainsi de vos propres choix. Leçon de vie. Il n'est pas toujours nécessaire de mettre son nez sous le tuyau d'échappement de l'autre. Autrement dit, vous pouvez ne pas accepter d'être transformé en poubelle dans laquelle l'autre va déposer tout son caca relationnel. Un autosaboteur très efficace, très efficient, c'est celui qui nous fait envoyer des messages répulsifs qui vont paralyser ou éloigner celui ou celle que pourtant on voudrait proche de soi. Il arrive que nous ne puissions pas nous empêcher d'envoyer comme parents, ex-enfants, partenaires ou conjoints, des messages, des commentaires, des jugements de valeur qui vont éloigner l'autre, le repousser. Et cet autre souvent est un proche de nous, alors que justement, nous souhaiterions l'inverse, un rapprochement, une meilleure compréhension de sa part. Ma fille venait me rendre visite après 6 mois de silence, et au lieu de lui manifester ma joie, mon plaisir, je m'entendais lui dire, comme malgré moi, « Tu ne t'es pas fatigué à écrire pendant 6 mois ?» Ce qui avait pour effet de déclencher chez elle une attaque-réponse contre moi. Et cela me faisait beaucoup souffrir. Je ne comprenais pas. J'avais quand même le droit de dire à ma fille ce que je ressentais pour elle, qu'avoir des nouvelles m'aurait fait plaisir. Oui, c'est possible de dire son désir, mais si nous utilisons un reproche ou une accusation pour l'exprimer, il ne faut pas s'étonner de faire fuir l'autre. Leçon de vie. C'est possible de dire son attente, mais en commençant par une accusation, je sabote la réponse que j'attends. Un autosaboteur fréquent, surtout dans les relations intimes, c'est celui de s'arranger pour maintenir l'autre à distance. Cette femme me dira « Pendant des années, je ne pouvais m'empêcher d'écrire à l'homme que j'aimais des lettres dans lesquelles je tentais de le culpabiliser, de ne pas m'avoir appelé ou téléphoné, de ne pas m'écrire plus souvent ou de ne pas me proposer de se voir plus fréquemment. Bien des années plus tard, il m'a confié que chaque fois qu'il se rapprochait de moi, c'était justement à ce moment-là que je m'arrangeais pour lui envoyer un message qui le blessait et l'éloignait encore plus de moi, et qu'il devait faire ensuite tout un travail de rapprochement, de réapprivoisement vers moi-même, et quand il s'approchait à nouveau, je recommençais à l'accuser, à lui reprocher, à le mettre en cause pour une insuffisance ou pour une autre. J'étais totalement inconsciente de mon propre comportement qui ne correspondait pas à ce que je souhaitais, du moins consciemment. Je souhaitais un rapprochement avec lui. Oui, consciemment et avec sincérité, peut-être que cette femme souhaitait un rapprochement, mais inconsciemment, peut-être souhaitait-elle que cet homme ne s'attache pas trop à elle, ne devienne pas trop proche. Elle le décourageait pour le maintenir à distance, tout en faisant suffisamment pression sur lui pour maintenir la relation. Mais attention, à trop tirer, à trop maltraiter sur une relation, il arrive parfois qu'on la déchire, qu'on la blesse, et même qu'on puisse l'assassiner et la tuer définitivement. Ma mère me confiait cet homme, m'adorait, sollicitait souvent ma présence, m'invitait,
mais ne pouvait s'empêcher, une fois qu'elle m'avait à sa portée, sous sa main, de me critiquer, de me reprocher d'être ceci ou cela, d'avoir fait ceci ou pas cela, ce qui précipitait souvent mon départ et la laissait amère et affligée. Elle était sincèrement désolée par mon départ, ma fermeture, sans saisir le lien qu'il y avait entre sa façon de m'accueillir et mon besoin d'être accepté tel que j'étais, sans condition. C'est souvent dans les relations les plus importantes, les plus proches, les plus intimes, que nous avons les conduites d'auto-sabotage les plus efficaces. J'aimais beaucoup faire l'amour avec mon mari, mais chaque fois qu'il s'approchait de moi, j'introduisais aussitôt plein de conditions. Il fallait que la lumière soit baissée, qu'il y ait une bougie, qu'il se soit douché, qu'il me dise qu'il m'aimait, qu'il se soit lavé les mains. J'ai mis longtemps à comprendre que toutes ces conditions, vécues par lui comme des exigences et surtout comme une infantilisation. Tu n'es pas ma mère, me disait-il, pour me dire ce qu'il faut que je fasse, que je me lave les dents ou autre chose. Que toutes ces conditions pouvaient le décourager, censurer son propre désir et le rendre parfois même impuissant. J'ai mis encore plus de temps à comprendre que c'était ma façon de l'exclure des relations sexuelles qui en fait me faisait si peur à cette époque. Pour tout ce qui touche à la sphère de l'intimité, nous sommes le plus souvent de redoutables saboteurs, en nous arrangeant pour mettre à distance ce que nous désirons le plus, pour refuser ce que nous voulons, pour minimiser ce qui nous paraît le plus important. Leçon de vie: si j'ai peur d'être abandonné, je ne vais pas pouvoir m'abandonner à ce qui me vient de l'autre. Et je vais ainsi saboter ce qui me vient, parfois le meilleur de l'autre. Un auto-saboteur banal mais très puissant, surtout ne pas demander, attendre que l'autre comprenne notre demande sans avoir à l'énoncer. C'est un auto-saboteur puissant qui nous plonge dans l'autoprivation et le désarroi de ne pas se sentir entendu ou reconnu. Si je suis obligé de demander, me disait cet homme, alors ce que l'autre va me donner n'a plus de valeur. Tout se passe chez cette personne comme si le fait de demander était trop coûteux. Quand je demande, j'ai l'impression d'être mendiant, mais au fond de moi, je crois que je ne supporterai pas qu'on repousse ma demande, qu'on me dise non. Alors, je préfère me priver en ne demandant pas. D'autres restent dans la mythologie suivante. Si je suis important pour l'autre, il devra entendre mes demandes sans même que je les fasse. Pour certains, demander, c'est s'abaisser. Cette femme me disait: j'ai quand même pas m'abaisser à lui faire une demande. S'il m'aimait vraiment, il devrait savoir que j'aime sortir au cinéma, j'aime aller danser. Demander, c'est s'abaisser, me disait une autre, qui très tôt dans son enfance s'était envoyée à elle-même l'injonction suivante: moi, je ne m'abaisserai pas à demander quelque chose. Leçon de vie: si je ne prends pas le risque de demander en attendant que l'autre comprenne la demande que je t'ai, je risque de passer une partie de ma vie à lui reprocher de ne pas entendre les demandes que je ne lui fais pas. Leçon de vie complémentaire: quand j'érige l'autoprivation en règle de vie, je ne dois pas m'étonner de vivre une vie de frustration. Un autosaboteur qui entretient beaucoup d'autofrustration, c'est celui de veiller soigneusement à ne rien accepter d'autrui, ce qui donnerait autrement le sentiment d'être en dette et d'avoir quelque chose à rembourser. Cet autosaboteur fonctionne bien
quand je suis dans la difficulté de recevoir. Difficulté à recevoir comme si je devais rendre, restituer, rembourser ce que l'on va me donner. Quand ma mère me donnait quelque chose, me disait ce garçon, j'avais le sentiment qu'il fallait que je le lui rende sous une forme ou une autre. Je me sentais redevable, je me devais de rembourser, comme si je n'avais pas le droit de recevoir gratuitement pour moi-même. Un dernier saboteur, mais il y en a bien d'autres, l'illusion que tout va s'arranger, que le temps, le sort, les dieux vont quand même arrêter de me persécuter. Certains ont la croyance que la série des malheurs, des difficultés, des ennuis ou des contraintes va enfin s'arrêter d'elle-même, ce qui les incite à ne rien faire, mais à attendre que le temps fasse son œuvre, ou que les dieux prennent conscience qu'ils en ont fait trop. L'illusion que cela ne peut pas continuer comme ça, que ce qui m'arrive ne dépend nullement de moi, mais de la mauvaise volonté des autres, du temps, de l'état, ou de ceux qui m'en veulent et qui un jour vont quand même se décourager, vont quand même se lasser. Cet autosaboteur fonctionne sur le mode de la passivité. Surtout ne rien faire, pour ne pas déranger le déroulement de la roue de la fortune qui, un jour, s'arrêtera spécialement pour moi. On retrouve aujourd'hui cette tendance magnifiée chez ceux qui affirment avec force « oui, il faut positiver, il faut voir le positif dans toute chose, ce n'est pas grave ce qui m'arrive, il y a quelque chose de positif qui va surgir ». C'est parfois vrai, mais j'invite pour ma part à faire quand même quelque chose de plus que d'attendre le renversement du balancier. Ainsi, d'auto-saboteur en auto-saboteur, nous pouvons aliéner une grande partie de notre vie. Nous pouvons nous auto-priver et avoir le sentiment que l'existence est dure avec nous, que personne ne nous comprendra, que nous n'avons aucun intérêt pour les autres et contourner ainsi l'aphorisme de Jean-Paul Sartre, l'enfer, ce n'est pas seulement les autres, mais surtout nous-mêmes. Renoncer à quelques-uns de ces autosaboteurs peut considérablement améliorer notre relation au monde et surtout à nous-mêmes. La question principale sera comment renoncer, comment lâcher prise sur ces autosaboteurs qui nous font tellement de tort et qui nous portent tellement de préjudice. Peut-être en se posant la question, à qui ferais-je de la peine en osant être heureux? À qui ferais-je du tort en osant me faire du bien? De qui je perdrais l'amour ou l'estime en osant me respecter et considérer que je mérite d'être, enfin, un bon compagnon pour moi-même?